À l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, la population autochtone est évaluée à environ 2,5 millions d'individus. Le territoire au Québec est occupé par deux grandes familles autochtones, les Iroquois et les Algonquins. Outre le groupe appelé les Iroquois du Saint-Laurent, les Iroquois comprennent les 5 nations iroquoises et les Hurons situés au sud du Québec jusqu'au lac Ontario. Les Algonquins comprennent quant à eux les Algonquins situés dans l'ouest du Québec, les Inuits qui occupent la rive nord du Saint-Laurent, les Micmacs qui sont situés en Acadie et les Abénaquis situés au nord de la Nouvelle-Angleterre. Dans le sud du Québec, la Confédération iroquoise des 5 nations est alliée aux Anglais et aux Hollandais de New Amsterdam qui deviendra New York en 1664. Les autres tribus sont alliées aux Français. Rivaux depuis longtemps, ils se mèneront une guerre sans merci pour le monopole du commerce des fourrures. La première tentative sérieuse de colonisation en Nouvelle-France se fait en Acadie. Demont, Champlain et Poutrincourt, accompagnés de 80 colons français, installent en 1604 la colonie à l'île Sainte-Croix, qu'ils déménageront l'année suivante à Port-Royal. Les conditions sont difficiles et les colons, qui survivent grâce au soutien des Micmacs de la région, finiront par retourner en France en 1607. La deuxième tentative de colonisation se fait en 1610. Poutrincourt vient alors se réinstaller à Port-Royal et la colonisation semble bien amorcée. Mais en 1613, Samuel Argall de Virginie vient attaquer la jeune colonie, la rase et en chasse les habitants. La plupart des colons retournent donc en France, sauf quelques-uns. La troisième tentative se fait en 1632 sous la direction du gouverneur Isaac de Razilly, alors que la portion sud de l'Acadie devenue anglaise est restituée aux Français. Celui-ci arrive avec 300 colons et déménage la capitale de Port-Royal à La Hève, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse actuelle. Dans la vallée du Saint-Laurent, la colonisation avancera graduellement. Soit Québec en 1608, qui devient le centre administratif de la Nouvelle-France, puis Trois-Rivières, un endroit stratégique situé à l'embouchure de Saint-Maurice et à la tête du lac Saint-Pierre, Montréal, qui devient une plaque tournante pour le lucratif commerce de la fourrure et les expéditions à l'ouest et au sud. Les seigneuries s'établiront le long du Saint-Laurent à partir de ces trois pôles. La colonie reste très peu peuplée jusqu'en 1664, où l'on compte moins de 3000 habitants. À noter que la colonisation était jusqu'à ce moment à la charge de compagnies détenant un permis d'exploitation du roi. Mais ceux-ci étaient beaucoup plus intéressés par le commerce de la fourrure que par la colonisation. C'est à partir de 1663 que le roi de France, Louis XIV, prend en main le développement de la Nouvelle-France, la déclarant colonie royale. Le roi Soleil les conserve avec son ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, met alors en place de nouvelles structures administratives et nomme Jean Talon au poste d'intendant. De 1666 à 1760, la population passe de 3200 à 70 000 habitants. Pendant toutes ces années, la colonie recevra environ 30 000 immigrants, dont seulement 10 000 resteront. L'essentiel de l'accroissement démographique est dû à la natalité. Au 17e siècle, ce ne sont pas moins de 600 navires qui partent pour la Nouvelle-France. La majorité des départs se font de La Rochelle en Charente-Maritime, mais aussi de Dieppe et Le Havre en Normandie. La traversée de l'Atlantique se révèle une expérience périlleuse pour tous ces immigrants. Un voyage de La Rochelle à Québec peut prendre de 2 à 3 mois et parfois plus selon les caprices du vent. Somme toute, la colonie est prospère grâce au commerce de la fourrure, car il y a une demande de plus en plus criante en Europe. D'autre part, le commerce triangulaire qui s'installe entre l'Europe et l'Amérique devient très important pour la colonie. En effet, les produits manufacturés sont transportés de France en Nouvelle-France, puis le bois, poisson, blé, bière et farine de la Nouvelle-France aux Antilles. Et finalement, le sucre, la mélasse, le rhum et le tabac sont acheminés des Antilles vers la France. En 1665, Louis XIV ordonne aux troupes du régiment de Carignan-Salière de se rendre à La Rochelle et de partir pour la Nouvelle-France pour faire face aux féroces Iroquois.
En effet, la situation se dégrade dangereusement pour les colons et leurs alliés autochtones, mettant la colonie en péril. Entre juin et septembre, plus de 1200 soldats et officiers débarquent à Québec. La colonie compte à peine 3000 habitants face à une menace potentielle de 2000 guerriers iroquois. Dans un premier temps, les soldats travaillent à édifier une série de forts le long de la rivière Richelieu, tels que les forts Sorel, Chambly et Sainte-Thérèse. Ces ouvrages sécuriseront le territoire préalablement aux offensives en territoire iroquois. Suite à une première campagne ratée contre les Agnés à l'hiver 1666, le général Tracy en conduira une deuxième à l'automne. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas d'affrontement, les Agnés s'enfuyant devant les Français en nombre, cette campagne s'avère tout de même efficace, puisque 5 villages sont détruits avec leurs provisions pour l'hiver. Les Iroquois, peuple semi-sédentaire, ont l'habitude de se reposer dans leur village l'hiver avant de reprendre les raids à l'été suivant. Ces attaques les bousculent. Ils doivent reculer avec leur famille jusqu'aux montagnes de l'actuel État de New York avec l'hiver qui approche. Ne désirant pas revivre une telle expérience, ils viennent l'année suivante à Montréal signer un traité de paix. C'est le 22 septembre 1663 qu'arrivent à Québec les premières filles du roi. Contrairement à certaines croyances, ces filles ne sont aucunement des prostituées ou des filles de joie comme on les appelait à l'époque. Ce sont pour la plupart des filles issues de milieux humbles, mais dotées d'une éducation de base et sélectionnées selon des critères assez stricts. Leur venue a aidé ainsi à corriger à cette époque l'équilibre démographique homme-femme fort déficient. En 10 ans, on comptera près de 770 filles du roi qui traverseront l'océan pour trouver leur mari. La population de la Nouvelle-France, grâce à elle, doublera de 1665 à 1670 en passant de 3000 habitants à près de 70 000. En 1745, à l'aube de la fameuse guerre de 7 ans, le développement de la Nouvelle-France en est à son apogée. Grâce à ses nombreuses alliances avec les peuples des Premières Nations, la Nouvelle-France a pu étendre son territoire de l'actuel Labrador jusqu'en Louisiane, en serrant ainsi les colonies de la Nouvelle-Angleterre situées tout le long de la côte Est. Il est à noter que ces dernières comptent alors déjà au-delà de 1 200 000 habitants, alors que la population de la Nouvelle-France n'est estimée qu'à 60 000 habitants, représentant un rapport de force de 20 contre 1. Pour votre curiosité, voici les vêtements portés à l'époque dans la colonie par les trappeurs, les religieuses, les nobles et les colons. De 1604 à 1713, l'Acadie changera 7 fois de main entre la France et l'Angleterre. Toutefois, en 1713, le traité d'Utrecht concède aux Anglais la partie sud de l'Acadie qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. La triste déportation des Acadiens débute en 1755 jusqu'en 1763, représentant la fin de la guerre de 7 ans. Toute l'Acadie est conquise et devient alors territoire anglais. Des 18 000 individus habitant l'Acadie, plus de 12 000 seront dépossédés et déportés dans les colonies anglaises et même dans des camps de concentration en Angleterre. D'autre part, 2 000 Acadiens réussiront à s'enfuir en Gaspésie dans la vallée du Saint-Laurent. Environ 8 000 Acadiens passeront à trépas avant d'arriver à destination, victimes d'épidémies, du froid, de malnutrition et de naufrages. Pour compléter cette tournée d'histoire, les autres dates d'événements importants à venir sont les suivantes. 1756, début de la guerre de 7 ans entre l'Angleterre et la France. 1760, capitulation de Montréal et fin de la guerre en Amérique. Signature du traité de Paris en 1763, l'Empire français en Amérique disparaît. La signature du traité de Paris de 1783 reconnaît les États-Unis d'Amérique. Et finalement, l'acte de confédération canadienne de 1867. Notre tour d'histoire complété, passons maintenant à la généalogie. 4000 personnes, ancêtres et descendants, figurent à l'arbre généalogique de Léopold Duplessis et Simone Veillet. Cet arbre peut être consulté sur le site Mes Aïeux. Il contient toutes les informations particulières, photos et documents.
Pour monter cet arbre, les recherches sur les ancêtres ont porté sur tous les hommes et toutes les femmes jusqu'aux premiers arrivants en Nouvelle-France. Nous appellerons ces derniers les ancêtres souches. Ce tableau contient 381 ancêtres souches avec lieu de provenance, lieu d'ancrage en Nouvelle-France, année de naissance, mariage et décès. Les ancêtres souches arrivés avec leurs parents sont identifiés en jaune. La roue de Pan que vous voyez ici contient tous les ancêtres de Léopold et Simone. En considérant que Léopold et Simone représentent la génération numéro 1, on remonte jusqu'autour de la 10e génération pour arriver aux ancêtres souches. Tous les numéros de génération sont indiqués au bas de la roue avec le nombre maximal d'individus pour chaque génération. On prend alors conscience de l'ampleur du nombre de personnes impliquées dans la génétique de Léopold et Simone. Bien que la plupart des ancêtres souches ne possèdent qu'un seul lien jusqu'à Léopold et Simone, certains comme Étienne Lafont et sa femme Marie Boucher possèdent jusqu'à 14 liens. Ce sont des ancêtres souches génétiquement importants. On dénote jusqu'à 773 racines ou liens entre les 381 ancêtres souches et Léopold et Simone. De tous les ancêtres souches, 375 proviennent de la France, dont 86% du nord-ouest de la France. Ils viennent principalement de la Normandie, de la Charente-Maritime et de l'Île-de-France. Les deux autres ancêtres viennent de Flandre. Il y en a un aussi qui vient d'Angleterre. Et finalement, il y a aussi deux ancêtres autochtones des Premières Nations. En Nouvelle-France, pour faciliter la vue d'ensemble, le territoire a été divisé en 4 pôles de colonisation: Québec, Trois-Rivières, Montréal et l'Acadie. On constate que 54% des ancrages se sont faits dans la région de Québec, 33% Trois-Rivières, 8% Montréal et 5% l'Acadie. Québec est évidemment le plus important pôle car la majorité des colons débarquent des navires à Québec, qui est le centre administratif de la colonie. Toutefois, les générations suivantes migreront vers Trois-Rivières. Le tableau suivant montre le détail pour les lieux d'ancrage de chaque ancêtre souche en Nouvelle-France. Enfin, le dernier graphique montre le nombre d'individus qui ont immigré par décennie. On voit que les années 1660 sont les plus importantes grâce aux efforts de Jean Talon. En Nouvelle-France, à cette époque, l'espérance de vie est d'environ 42 ans, soit 16 ans de plus qu'en France où l'espérance de vie n'est que de 26 ans. 20% des nouveau-nés meurent avant 1 an en Nouvelle-France, alors que c'est 25 à 30% en France. 36% de la population meurt avant 20 ans en Nouvelle-France, alors qu'en France, c'est 50% de la population qui meurt avant 20 ans. Il faut considérer qu'à cette époque, en France, la vie est dure pour le peuple, écrasé par un régime seigneurial assez strict et des guerres. Dans la colonie, une plus grande liberté permettant de chasser, cultiver, posséder une terre et des animaux, ainsi que l'existence d'hôtels-dieux, qui sont en fait des cliniques dans les villages, contribue à améliorer l'espérance de vie malgré les nombreuses pertes face aux Iroquois. Dans les ancêtres de Léopold et Simone, on voit que la majorité des ancêtres ont vécu entre 65 et 72 ans, ce qui est très bon pour l'époque. À noter que le graphique ne montre pas les personnes mortes avant 20 ans, qui représentent statistiquement 36% de tous les individus, soit environ 140 personnes. Si le territoire de la Nouvelle-France s'est étendu de manière explosive jusqu'en Louisiane et au Manitoba, c'est en grande partie avec le concours des coureurs des bois. Grâce à leur connaissance des langues et des coutumes amérindiennes, du territoire ainsi que des techniques de survie en forêt, ils sont indispensables aux expéditions militaires, l'exploration, l'évangélisation et surtout pour la traite des fourrures. Dès les années 1660, on dénombre entre 500 et 800 coureurs des bois dans la région des Grands Lacs. Leur nombre montera à plusieurs milliers dans les années 1700. Les coureurs des bois n'étaient pas très bien considérés par l'administration locale et le clergé. La traite des bois est une menace pour la stabilité des foyers pour la colonie. Des édits furent même émis à l'époque interdisant aux habitants de chasser à plus d'une certaine distance de leur maison et de quitter leur domicile pour les bois pendant plus que 24 heures. Bien que plusieurs ancêtres du Plessis-Veillette aient pu exercer à un moment ou à un autre le métier de coureur des bois, sans en laisser de traces, les noms de Pierre Bourbeau dit la Course et Pierre Gendreau dit la Poussière ont été identifiés.
Le premier, Pierre Bourbeau dit la Course, est arrivé en Nouvelle-France en 1667 et s'établira à Bécancour. Le deuxième, Pierre Gendreau dit la Poussière, arrivera en Nouvelle-France en 1656 et s'établira à l'Ange-Gardien. Nous avons parlé précédemment du régiment de Carignan-Salière dans notre revue historique. Chez les Duplessis-Veillette, on ne compte pas moins de 18 ancêtres souches ayant servi dans ce régiment. Fait intéressant, les soldats du régiment de Carignan ont coutume de se doter d'un surnom de guerre, en rapport soit avec leur lieu d'origine, leur trait de caractère ou physique, leur métier ou leur vécu. Ainsi, on peut lire au tableau des Blanchon dit la Rose, Boissonneau dit Saint-Onge, Cossette dit Poitvin, Dagneau dit la Prise et autres. Ces hommes qui sont restés dans la colonie ont pour la plupart épousé une fille du roi. Les filles du roi sont arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. La famille Duplessis-Veillette compte pas moins de 48 filles du roi comme ancêtres. Celles-ci sont originaires principalement de l'Île-de-France, qui est la région de Paris, de Normandie, de Saint-Onge et de la Picardie. Jetons maintenant un coup d'œil aux lignées directes de Léopold et Simone. Ce sont les branches à gauche et à droite en haut de l'arbre généalogique. Si on regarde du côté gauche, soit les Duplessis, on note que le premier ancêtre souche est le fameux Jean-Baptiste Gatineau dit Duplessis. On a longtemps cru à tort que celui-ci était le fils du sieur Nicolas Gatineau. Cette fausseté avait été publiée à l'époque du premier ministre Duplessis dans sa généalogie émise par les éditions Pépin. Toutefois, elle fut corrigée par le généalogiste Raymond Douville en 1974 dans les éditions des 10. Il s'avère plutôt, et avec document à l'appui, que Jean-Baptiste était un petit esclave autochtone ramené des Grands Lacs par Louis Gatineau dit Duplessis, seigneur de Sainte-Marie et fils de sieur Nicolas Gatineau. Probablement par souci de complaisance envers son premier ministre, le premier auteur aurait forcé la note pour lui trouver un peu de sang noble. Mais revenons à l'histoire de Jean-Baptiste Gatineau dit Duplessis. Jean-Baptiste est né vers 1710 dans la région de Détroit, alors territoire français. Jean-Baptiste est un Amérindien de la tribu des Mascoutins, qui veut dire peuple de la petite prairie ou les gens du feu selon une autre source. Les Mascoutins habitent la région méridionale du lac Michigan et du Wisconsin. Ils ont la réputation d'être très joviaux, mais aussi sans scrupules et belliqueux. Les Français, alliés avec les Potawatomi et autres tribus du Nord, auraient vaincu les Mascoutins alliés avec les Kickapoos et les Renards dans les années 1712. Ils auraient fait au siège de Détroit près de 1000 prisonniers. Les registres paroissiaux du poste de Détroit, en date du 10 juin 1714, notent le baptême d'un jeune Indien mascoutin âgé d'environ 3 ans et esclave de Louis Gatineau dit Duplessis, seigneur de Sainte-Marie. Ce dernier est son parrain et donne au jeune Indien le nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pourrait être le fils illégitime de Louis qui s'est rendu plusieurs fois à Détroit, ou le fils d'un membre de la tribu offert à Louis, qui était une coutume à l'époque, ou tout simplement un orphelin de guerre ramené par Louis. Malgré son statut d'esclave, Jean-Baptiste semble bien traité et en quelque sorte adopté par la famille Gatineau dit Duplessis. Les esclaves en Nouvelle-France étaient souvent intégrés à la famille et pouvaient porter le nom de la famille adoptive. Jean-Baptiste, faisant maintenant partie de cette société, mariera une fille de colon français, Françoise Vacher dit Lacette. Aucunement complexé par son statut d'esclave affranchi, Jean-Baptiste s'attribuera même un peu plus tard l'épithète de Le Noblet. Réflexion faite, le fait que Jean-Baptiste ait pu se marier avec une blanche donnerait du poids à l'hypothèse qu'il soit à moitié blanc et même fils illégitime de Louis Duplessis ou de son frère Jean-Baptiste, souvent présent dans la région de Détroit. Il faut souligner que ce dernier a été parrain du premier enfant de Jean-Baptiste Mascoutin. L'ancêtre Duplessis suivant se nomme Isidore. Il est né en 1763 et décédé en 1849 à Pointe-du-Lac. C'est l'ancêtre au 4e degré de Maurice Duplessis, premier ministre de la province de Québec. Les ancêtres suivants ont aussi tous vécu à Pointe-du-Lac. Louis-Olivier Duplessis, né en 1800 et décédé en 1881,
Olivier Duplessis, né en 1829 et décédé en 1900, Adolphe Ernest Duplessis, né en 1880 et décédé en 1919, et finalement Léopold Duplessis, né en 1905 et décédé en 1974. Président de Léopold Duplessis Limité à Trois-Rivières, Léopold, à son décès, est un homme très actif dans la région de Trois-Rivières. Au début de sa carrière, il est agent d'assurance, puis en 1939, il se lance dans la vente de bois de construction en ouvrant un petit bureau et un entrepôt sur la rue Bellefeuille. Par la suite, il additionne un moulin à ses installations afin de produire lui-même le bois selon les besoins de la clientèle. Il fut aussi président du Club Richelieu en 1949 et 1950, puis président de la Chambre de commerce de Trois-Rivières en 51 et 52. Allons voir du côté des Veillettes maintenant. L'ancêtre qui est arrivé au pays se nommait Jean Veillette dit Laplante. Il est né en 1664 à Saint-André-de-Niort, Poitiers, dans le Poitou-Charentes en France. Il est décédé à Sainte-Geneviève de Batiscan, au Québec. Jean arrive en Nouvelle-France vers 1687. Il est soldat dans les troupes de la marine que l'on appelait Compagnie France de marine. Il était sous le commandement de M. Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil. En 1697, il est démobilisé et choisit de rester en Nouvelle-France. Il deviendra cultivateur. Jean obtient une terre à Saint-Charles-des-Roches, Grondines, qu'il revend en 1700. Il s'établit ensuite sur une terre que les Jésuites lui concèdent dans la seigneurie de Batiscan. C'est le 19 novembre 1698 que Jean se marie avec Catherine Larioux à Batiscan. Ils auront 12 enfants. Passons maintenant aux autres ancêtres qui ont suivi Jean Veillette. Le premier est Gervais-Marie Veillette. Il est né en 1714 et décédé en 1787. Il a vécu à Sainte-Geneviève de Batiscan. Son fils Jean-Baptiste est né en 1751 et décédé en 1810 et a aussi vécu à Sainte-Geneviève de Batiscan. Ensuite, Jean-Baptiste Veillette est né en 1776 et est décédé en 1836 et a vécu à Champlain. Son fils Pierre-Baptiste Veillette est né en 1813 et est décédé en 1858 et a vécu aussi à Champlain. Roger Veillette, qui est né en 1850 et décédé en 1916, a vécu à Champlain. Enfin, Jeffrey Veillette, qui a été cultivateur et commis voyageur en Abitibi, est né en 1881 et décédé en 1967 à Batiscan. Et finalement, sa fille, Simone, qui est née en 1912 et est décédée en 2003, a vécu à Trois-Rivières. Simone et Léopold ont eu 7 enfants. Pierre, qui est né en bas âge, Maurice, né en 1935, René en 1937, France en 1939, Jean en 1940, Odette en 1946 et enfin Louise en 1951. Du côté de la lignée d'Esmeralda Garceau, qui est la mère de Léopold Duplessis, on retrouve comme ancêtre souche Jean Garceau dit Tranche-Montagne. Jean, soldat de garnison dans la compagnie de la Corne, arrive à Port-Royal vers 1698. Jean est probablement mort pendant le siège de Port-Royal en octobre 1710. À l'issue d'un siège de 8 jours, les 2000 marins et soldats britanniques, face à une garnison de 300 soldats français, capturent Port-Royal, la capitale de l'Acadie. Son fils, Daniel Garceau, naît en 1707 à Port-Royal en Acadie. Le navire britannique Brigantine Experiment quitte Port-Royal, devenu Annapolis Royal, le 8 décembre 1755 pour arriver à New York le 30 janvier 1756. Il transporte à son bord 250 Acadiens déportés, dont Daniel, sa femme Anne et leurs 8 enfants. Toute la famille se retrouvera à Yamachiche 14 ans plus tard, soit en 1768. Daniel était âgé de 60 ans lorsqu'il est revenu de ce long périple en exil. Il s'est paisiblement éteint quelques années plus tard et a été enterré à Yamachiche dans le cimetière de la première église bâtie sur le canton. Les 2 seuls ancêtres des Duplessis-Veillette qui ont été déportés dans les colonies anglaises et qui sont revenus s'installer après quelques années dans la région de Yamachiche sont Daniel Garceau, dont on vient de parler, et Jean-Baptiste Leblanc. Ces 2 ancêtres sont montrés respectivement en orange et en vert à droite du tableau.
Ils sont issus de pas moins de 28 ancêtres souches qui sont arrivés en Acadie. Dans la lignée de Clara Bélanger, qui est la mère de Simone Veillet, on retrouve comme ancêtre souche François Bélanger. Il est né vers 1612 à Lisieux, en Normandie, en France. En 1634, un groupe de 36 engagés pour la Compagnie des Centres associés et dirigé par Robert Giffard, chirurgien de la marine, débarque à Québec. François, qui est maçon, fait partie du groupe. À son arrivée, il participe avec Jean Guyon à la construction du manoir seigneurial de Robert Giffard à Beauport. François se fixe ensuite sur la Côte-Beaupré dans la paroisse de Château-Richer. En 1667, François déclare posséder 50 arpents de terre et 13 bestiaux, ce qui est énorme. En 1677, en qualité de capitaine des milices de la côte de Beaupré, il reçoit en plus un territoire d'1,5 lieue de front sur le fleuve par 2 lieues de profondeur. Ce territoire deviendra la seigneurie de Bon-Secours, aussi appelée seigneurie de Bélanger dans la paroisse de Lillet. François devient ainsi co-seigneur de Beaupré, fort à l'aise et déclare en 1681 avoir 4 domestiques à son service. Nous avons vu précédemment que les Duplessis-Veillette avaient 2 ancêtres souches autochtones des Premières Nations. Le premier est le Mascoutin Jean-Baptiste Gatineau du Duplessis, dont nous avons déjà parlé. Et le deuxième est une autochtone Micmac qui vivait au début des années 1600 en Acadie, dont nous ignorons le nom, mais dont nous avons retrouvé une photo. On imagine mal l'ancêtre Jean Godet résister à une telle beauté. Son conjoint, Jean Godet, naît vers 1575 à Mortaise, dans le Poitou-Charentes en France. Jean est arrivé en Acadie vers les années 1620 lors de la fondation de Port-Royal. Il fait probablement partie de la première expédition de Poutrincourt. Jean est un de ces rares Français qui restent en Acadie après la prise de Port-Royal par les frères Kirk en 1629. Évidemment, il avait ses attaches. Sa femme, avec qui il a eu 3 enfants, était autochtone. Une autre ancêtre souche intéressante est Françoise Rose Otis. Elle naît de colons anglais dans la Nouvelle-Angleterre à Stratford dans le New Hampshire. Françoise Rose est enlevée avec ses frères Stephen et Nathaniel par les Abénaquis lors de l'attaque de Cocheco à Dover pendant la nuit du 27 au 28 juin 1689. Les parents de Françoise Rose, comme beaucoup d'habitants du village, sont tués lors de cette attaque. Elle sera rachetée en 1693, après 4 ans de captivité dans les bois, par une famille de colons français pour qui elle travaillera comme domestique à Beauport. Les colons français ont l'habitude d'acheter des captifs blancs ramenés par les Abénaquis. Ils sont normalement originaires de la Nouvelle-Angleterre. Françoise Rose sera naturalisée française en mai 1710. Et finalement, un dernier ancêtre souche qui, lui, est un peu spécial, François Smith. Il est né vers 1789 à Coventry, dans le Warwickshire, en Angleterre. Il s'est installé à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour y être cultivateur au début des années 1800. Probablement que son nom devait être Francis en Angleterre. La migration de cet Anglais dans un milieu francophone et catholique reste des plus étranges. Nous n'avons pas trouvé autre information à son sujet. Alors voilà, j'espère que cette petite virée en ma compagnie vous a plu. C'était Pierre Vincent des studios du Plateau Mont-Royal à Montréal qui vous salue en cette fin d'année 2019.